Ce livre m'a complètement anéanti. Vraiment. Je l'ai refermé et il m'a fallu un bon moment pour reprendre mon souffle. On parle de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Et c'est bien plus qu'une simple histoire, c'est une plongée dans la psychologie de l'obsession, dans cette tentative, mais folle et désespérée de remonter le temps. Vertigineux, c'est le mot qui me vient. On y rencontre ce personnage, Jay Gatsby, un millionnaire sorti de nulle part, qui organise les fêtes les plus extravagantes que New York ait jamais vues, hein. Ah oui. Et on est lâché directement en plein cœur des années folles. Le jazz qui explose, l'alcool de contrebande qui coule à flot, l'insouciance est totale. Et c'est là que le premier paradoxe nous frappe. Cet homme, celui qui invite des centaines de personnes chaque week-end, l'hôte le plus célèbre de la ville, il est radicalement seul. Tout à fait. Personne ne le connaît vraiment. Personne. Et le paradoxe ultime, c'est qu'il a bâti cet empire, cette fortune colossale, pour attirer l'attention d'une seule et unique personne. C'est complètement dingue quand on y pense, non? Et ça pose la question qui nous hante tout au long du livre. Jusqu'où peut-on aller pour un rêve? Et quel est le prix à payer pour tenter d'effacer le passé? Alors, posons le décor. On est en 1922, à Long Island. Et la géographie ici, elle n'est pas anecdotique du tout. Non, c'est une véritable carte sociale. C'est ça. D'un côté, il y a East Egg, le territoire de l'aristocratie, de l'argent hérité, de ces familles qui n'ont jamais eu à travailler. C'est le pouvoir tranquille, un peu arrogant. Et juste en face, de l'autre côté de la baie, il y a West Egg. West Egg, où habite Gatsby. Spectacle contre la substance, en fait. Exactement. Et au milieu de tout ça, il y a notre narrateur, Nick Carraway, un jeune homme du Midwest qui vient s'installer là pour travailler dans la finance. Il est le cousin de Daisy Buchanan, qui vit à East Egg, et le voisin de Gatsby. Il est nos yeux et nos oreilles. Oui, un observateur un peu dépassé par ce monde de faux-semblants. Et la première chose qu'il observe, ce sont ces fameuses fêtes. Il faut s'imaginer le truc. Ah oui, Chaque week-end, le manoir de Gatsby se transforme en une sorte de parc d'attractions pour toute l'élite de New York. Orchestre complet, des buffets gargantuesques, des flots de champagne, c'est un spectacle permanent. mais ce qui est fascinant, c'est que l'hôte est invisible. C'est une légende. Totalement. Les rumeurs les plus folles circulent sur lui. C'est un espion, il aurait tué un homme, ce serait le neveu du Kaiser. Gatsby est devenu un mythe, quoi. C'est ça. C'était peut-être le premier grand influenceur du XXe siècle qui a bâti sa réputation sur une image qu'il contrôle à peine. C'est une bonne image. Et quand Nick le rencontre enfin, le choc est total. Il s'attend à un personnage exubérant, un playboy, et il tombe sur un homme presque timide. Avec ce sourire désarmant. Oui, et cette manie d'appeler tout le monde vieux frère. Il y a une sorte de sincérité presque naïve chez lui, mais on sent tout de suite une fêlure, une tension permanente, comme si toute sa vie, tout ce décor était en attente de quelque chose. On le sent, il cherche quelqu'un. Ses yeux parcourent la foule sans arrêt. Mais ce n'est pas quelqu'un dans la foule. Non. Et puis un soir, on découvre ce qu'il regarde vraiment. C'est une petite lumière verte, de l'autre côté de la baie, au bout d'un ponton, Une lumière à peine visible. à peine visible, mais pour lui c'est le centre de l'univers. Parce que cette lumière, elle est au bout du ponton de Daisy Buchanan. Et là, tout s'éclaire. Tout ce cirque, ces fêtes, cette richesse ostentatoire, ce n'est qu'une immense mise en scène. Un décor de théâtre. Exactement. Conçu dans un seul et unique but, que Daisy, un soir, par hasard, lève les yeux, voit les lumières de sa fête et décide de venir. C'est l'histoire d'un homme qui a essayé de construire un phare pour attirer un seul bateau. Et on découvre alors leur passé. 5 ans plus tôt, Gatsby n'était pas Gatsby, c'était James Gatz, un jeune lieutenant sans un sou, issu d'une famille pauvre. Rien à voir. Il a rencontré Daisy, la reine de la jeunesse dorée de Louisville, et ils ont vécu un amour passionnel, absolu. Mais il a dû partir pour la guerre. Et pendant son absence, La pression du monde réel a repris le dessus. Daisy a épousé Tom Buchanan, un homme de son milieu, immensement riche, puissant, mais aussi brutal, raciste et ouvertement infidèle. il représente tout ce que Gatsby n'est pas. La certitude du pouvoir hérité. C'est ça. Et c'est là que le projet de Gatsby prend une dimension complètement folle. Il ne veut pas juste la reconquérir, ce serait trop simple. Non, non. Il veut effacer les 5 dernières années.
Il est persuadé qu'avec assez d'argent, il peut littéralement remonter le temps. Faire en sorte qu'elle n'ait jamais épousé Tom, qu'ils puissent reprendre leur histoire exactement là où ils l'ont laissée. C'est une version extrême déformée du rêve américain. L'idée qu'on peut s'inventer soi-même, s'affranchir de ses origines pour devenir qui on veut. Gatsby l'a poussé à son paroxysme. Il veut réinventer son passé, mais aussi celui de la femme qu'il aime. C'est ça. Il pense pouvoir le faire. Mais il y a quelque chose de profondément égoïste là-dedans, non? Et même de terrifiant. Il ne cherche pas à savoir ce que Daisy veut, elle, aujourd'hui. Il veut lui imposer sa vision d'un passé idéalisé. C'est toute ambiguïté du personnage. Il l'aime, c'est sûr, mais il aime peut-être encore plus son rêve d'elle. Et cette obsession va enfin se confronter à la réalité. Grâce à Nick, les retrouvailles sont organisées et la scène est d'une tension incroyable. Gatsby, d'habitude 6 mètres de lui, est maladroit comme un adolescent. Il est terrifié. Puis vient la fameuse visite du manoir. Il lui montre tout. C'est sa preuve. Regarde, j'ai réussi. Pour toi. Et il y a ce moment iconique, presque absurde, où il se met à lui jeter des dizaines de chemises de luxe. Oui, les chemises. Des tissus de toutes les couleurs qui s'entassent sur le lit. Et Daisy éclate en sanglots. Pas de joie, mais peut-être parce qu'elle réalise l'ampleur folle du rêve de cet homme et le vide de sa propre vie. Pour un instant, on y croit. On se dit que c'est possible. On y croit? Mais la réalité a un nom et un visage. Tom Buchanan. Il n'est pas stupide. Il voit bien le regard entre sa femme et Gatsby. Et il ne va pas se laisser faire. Non, c'est clair. Ce qui est fascinant avec Tom, c'est qu'il incarne l'établissement qui se sent menacé. La nouvelle richesse de Gatsby, d'origine criminelle, le dégoûte. Pour lui, Gatsby n'est qu'un parvenu, un clown, et il va tout faire pour le détruire. Et avant la confrontation, il faut parler d'un autre lieu, un lieu crucial. Entre la richesse de West Egg et New York, il y a un endroit que Fitzgerald appelle la Vallée des Cendres. La Valley of Ashes. C'est une zone industrielle désolée, un dépotoir grisâtre où vivent les laissés-pour-compte du rêve américain. Comme le garagiste George Wilson et sa femme, Myrtle. Et au-dessus de cette vallée, il y a cette vieille publicité à moitié effacée. Pour un opticien. Juste 2 yeux immenses derrière des lunettes qui regardent ce paysage de désolation. Les yeux du docteur T.J. Eckleburg. Pour le garagiste, ce sont les yeux de Dieu. Mais en réalité, ce sont les yeux d'un Dieu absent, indifférent, qui regarde sans voir le chaos moral et la misère qui s'étale à ses pieds. Ce n'est pas un hasard si c'est là que la tragédie va se nouer. Pas du tout. C'est le dépotoir du capitalisme. Et c'est là que les rêves vont s'écraser. La confrontation éclate finalement dans une suite du Plaza Hotel à New York. Une journée étouffante, la chaleur est insupportable, les nerfs sont à vif, et Tom, se sentant acculé, lance l'offensive. Il a fait son enquête. Oui, il expose Gatsby. Savez-vous comment cet homme a gagné son argent? C'est un contrebandier, un trafiquant d'alcool. Il s'attaque au fondement même de son rêve, son argent. Il ne détruit pas l'amoureux, il détruit Gatsby le magnifique. Et c'est là que Gatsby commet son erreur fatale. Poussé dans ses retranchements, il exige l'impossible. Il se tourne vers Daisy et lui dit « Dis-lui que tu ne l'as jamais aimé. » La phrase magique qui doit tout effacer. Mais c'est trop. C'est renier une partie d'elle-même, son enfant, sa vie. Sous une pression insoutenable, elle craque. Elle balbutie « Je vous ai aimés tous les deux. » Ah. À cet instant, dans le silence de la chambre d'hôtel, on entend le rêve de Gatsby se briser en 1000 morceaux. Le regard de Tom a gagné. Le retour de New York est un chaos. Tout s'effondre, le rêve est mort. Et la violence du monde réel que Gatsby a tenté de garder à distance revient le percuter de plein fouet. Et c'est sur cette route, en traversant la vallée des cendres, que tout bascule dans le drame irréversible. Une tragédie se produit. Un accident de voiture. Quelqu'un est tué. Et dans un dernier geste, un dernier acte de foi en son rêve brisé, Gatsby décide de protéger Daisy. Il va endosser la responsabilité de l'accident. Il se retrouve seul dans son manoir immense qui, pour la première fois, est silencieux et sombre. Toutes les lumières sont éteintes. La fête est finie. Il attend un appel. Un appel de Daisy, un signe qu'elle n'a pas tout oublié, que tout n'était pas en vain. Mais le téléphone reste muet. Gatsby est seul, au bord de sa piscine, à regarder ce téléphone qui ne sonnera pas, s'accrochant encore à l'idée de cette lumière verte au loin. Il a perdu son public, sa fortune ne sert plus à rien. Il n'est plus Gatsby le magnifique, il est redevenu James Gatz, un homme seul avec son rêve en miettes. Pendant ce temps, dans la vallée des cendres, un mari dévoré par le chagrin et la soif de vengeance, George Wilson, cherche le coupable.
On vient de lui souffler un nom. On lui a dit qui était le propriétaire de la voiture jaune qui a tué sa femme. Et on lui a indiqué le chemin du palais de West Egg. Exactement. Que se passe-t-il quand la réalité la plus brutale, la plus sale, vient fracasser le dernier éclat d'un rêve impossible? Après avoir tout sacrifié, que reste-t-il quand l'illusion s'envole? La réponse est dévastatrice. Et pour vraiment la ressentir, il faut lire l'histoire jusqu'au bout. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.